Bonsoir à tous dans l'actualité de ces 22 heures. Primature décoration du ministre de l'Intérieur, M. Hassan Omar Mohamed. Et au Brésil, Lula condamné à 9 ans et 6 mois de prison pour corruption. Voilà donc, c'était les titres. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a envoyé hier un message de félicitations à son homologue français Emmanuel Macron, dont le pays célèbre l'anniversaire de sa fête nationale. À l'occasion de la fête nationale de la République française, amis, je me fais l'honneur de vous adresser et à travers vous au peuple de France, en mon nom personnel et en celui du peuple djiboutien, mes félicitations les plus chaleureuses, souhaitant bien sûr en cette période de renouveau beaucoup de succès et de prospérité dans vos nouvelles fonctions, a écrit le président de la République. J'aimerais particulièrement vous renouveler la volonté du gouvernement djiboutien à poursuivre son action pour l'approfondissement de notre relation bilatérale et de coopération, notamment dans le domaine économique et commercial, afin de consolider notre partenariat stratégique, a poursuivi le président Guelleh. Le chef de l'État djiboutien a ensuite mis à profit ce message pour se réjouir de l'intérêt que manifeste son nouvel homologue français pour la préservation de la paix et de la stabilité en Afrique. Monsieur le Président, je tiens à vous féliciter pour vos engagements annoncés au service de la paix en Afrique, a en ce sens noté le président Ismaël Omar Guelleh avant de renouveler ses vœux de succès au nouveau président de la France. Également dans l'actualité, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a élevé au rang du commandeur de la Grande Étoile de Djibouti le ministre de l'Intérieur, M. Hassan Omar Mohamed, ce matin au salon d'honneur de la primature. Cette remise de médaille a vu la participation du ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et du Bien-Waf, M. Momin Hassan Bari. Le récipiendaire figure parmi les quelques rares personnalités qui arborent l'insigne de commandeur de la Grande Étoile de Djibouti, haute distinction du pays. Cette distinction vient de concrétiser une carrière riche et un parcours personnel exceptionnel d'un homme d'État qui n'a cessé de manifester tout au long de sa carrière au service de la nation, rectitude et loyauté. En effet, M. Hassan Omar Mohamed a gravi plusieurs échelons au sein de l'appareil de l'État en occupant notamment des postes ministériels importants. Ainsi, il a été distingué par son dévouement et son engagement personnel au service du pays tout au long de sa carrière. Le Premier ministre a rendu un hommage appuyé au récipiendaire en soulignant son dévouement et son sens de la loyauté. Il a félicité et a salué son travail, l'encourageant ainsi à persévérer dans cette voie pour servir la nation. Avec cette distinction, M. Hassan Omar Mohamed rejoint le cercle des hommes d'État de ce pays, un exemple à suivre. Et le cabinet du ministère de l'économie et des finances chargé de l'industrie a abrité donc ce jeudi une cérémonie de signature d'un accord de près de 27 millions de dollars américains entre le gouvernement de la République de Djibouti, représenté par le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawalé, et le fonds koweïtien représenté par le conseiller financier Fawaz Mawer. Par ailleurs, le haut responsable du fonds koweïtien a également paraphé cet accord de prêt avec le directeur général de l'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique, Kayad Moussa. En effet, cette cérémonie de signature est en fait le fruit de 2 semaines de travail intensif entre les responsables du fonds koweïtien et de l'ODEG, qui ont porté principalement sur l'évaluation financière et technique du projet géothermique de Galé-le-Coma-Lakassal. La mise à disposition de ce fonds permettra la réalisation de 10 forages, 8 forages de production et 2 forages de réinjection, ainsi qu'une centrale géothermique d'une capacité de 15 MW à l'horizon 2021. Il convient donc de rappeler que ce projet, suivi de près par l'État, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui n'a ménagé aucun effort en direction du développement des énergies propres et renouvelables du pays et dont la géothermie occupe une place déterminante. À cet égard, l'inauguration en octobre 2016 du premier forage par le chef de l'État témoigne de son implication personnelle constante pour une énergie accessible à moindre coût sur l'ensemble du territoire national. Il convient donc de rappeler que ce projet initié par l'ODEG avec la réalisation du premier forage type Slim Hall, dont le lancement avait été initié par le chef de l'État en octobre 2016, lequel avait confirmé, faut-il le rappeler, la présence du réservoir intermédiaire du site. Le ministre des Finances, M. Ilyas Moussa Dawalé, a remercié au nom du président et du peuple djiboutien le fonds koweïtien pour la signature de cet accord qui va accélérer la transition de Djibouti vers l'énergie. Après les sites de Lakassal, cet accord va permettre de lancer la mise en œuvre de l'énergie géothermique sur les sites de Galalagoumé, toujours au Lakassal.
Également dans l'actualité, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, a lancé ce jeudi au cours d'un atelier le plan d'action de l'éducation pour la période 2017-2019. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à cette rencontre au sommet, à commencer par le docteur Nabil Mohamed Ahmed, en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais aussi ses collègues en charge du budget, de l'économie et enfin de la secrétaire d'État aux affaires sociales. Monsieur Bodé Ahmed Roblé, Ilyas Moussa Dawale ainsi que Madame Mouna Ousmane Aden, des représentants des agences onusiennes, dont notamment Djanabou Maondé, représentante de l'UNICEF, mais aussi les représentants du HCR, de l'USAID et de l'UNESCO, qui ont également participé à cette rencontre aux côtés des cadres et des responsables du MENFOP. Les travaux de l'atelier ont démarré par un mot de bienvenue du secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdellah Mahyoub, comme un prélude à la présentation du document du plan d'action de l'éducation 2017-2019 qui a été effectué par les cadres du ministère. Cette brillante présentation a suscité des échanges et des réflexions qui ont ouvert la voie aux interventions des officiels, à commencer par celle du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud. Et à l'issue des interventions officielles, les membres du gouvernement et les représentants des Nations Unies ont paraphé la lettre d'endossement du plan d'action de l'éducation qui acte son lancement officiel. Donc c'est l'éducation qui va être le moteur, les ressources humaines, le capital humain de Djibouti va être le moteur du futur de Djibouti. Juste pour dire, Monsieur le ministre, que la Banque mondiale est disposée à accompagner ce plan et les discussions que nous allons avoir, nous allons voir quel montant on pourrait allouer à l'appui de ce plan 2017-2019 pour le financement du secteur de l'éducation. Au nom du groupe local des partenaires de l'éducation, à l'occasion de cette cérémonie de lancement du plan d'action de l'éducation pour la période 2017-2019, qui marque à la fois l'aboutissement d'un long processus que nous avons engagé ensemble et le point de départ d'un grand chantier dans lequel nous serons tous appelés à entreprendre. À la fin de ce processus, j'ose affirmer que le plan d'action de l'éducation ne manquera pas d'accélérer les efforts pour une éducation de qualité pour tous et pour toutes, et que les priorités identifiées contribueront à la réalisation des cibles de l'objectif ODD 4 des Nations Unies relatif à l'éducation. Excellence, Monsieur le Ministre, permettez-moi, au nom des partenaires de l'éducation, de remercier très sincèrement l'équipe technique du ministère de l'Éducation nationale et les membres du groupe local des partenaires de l'éducation qui n'ont ménagé aucun effort pour voir aboutir ce processus. Donc des propos partagés par les membres du gouvernement présents à cet atelier qui ont insisté sur leur entière disposition à accompagner les MENFOP dans ses ambitions pour l'éducation et la jeunesse. Nous les écoutons. La place de l'éducation dans notre système socio-économique, c'est quand même un instrument qui doit contribuer au renforcement du capital, au renforcement à éviter les difficultés socio-économiques. Et le système de protection sociale utilise l'éducation après la santé comme des mesures importantes d'accompagnement des populations. Et je pense que l'engagement qui est pris autour de cette réunion aujourd'hui, c'est que tout département ministériel devra se mettre aux côtés du ministère de l'Éducation pour que ce plan d'action soit une réussite pour le pays. Les programmes qui nous a été présentés répondent à ces enjeux. Il est clairvoyant, réaliste, réalisable et nous ne pouvons qu'accompagner, applaudir et féliciter ce projet-là. Je voudrais rajouter 2 ou 3 points qui me semblent très très importants. C'est tout d'abord les technologies de l'information et de la communication. L'élément important, c'est, je pense, la formation de l'enseignant qui va utiliser les technologies de l'information et de la communication. Et dans ce projet, je pense qu'il faut que ça ressorte parce que l'enseignant, et je pense que vous y avez déjà pensé, mais c'est juste pour animer un peu la discussion, l'enseignant devient un animateur. Et ce n'est plus un enseignant comme les modes d'enseignement dans le passé. Étant animateur, il faut un certain nombre de formations et d'apprentissages pour que les étudiants ne se dissipent pas. Comme vous le savez, la question de l'éducation est transversale et intéresse tous les départements ministériels car elle concerne nos enfants, les enfants de Djibouti qui seront nos futurs décideurs et je ne puis que me réjouir pour cette question, nous ayons un panel de si haut niveau.
Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, le thème de notre réunion est le développement de l'éducation. Souvent, on parle des ressources d'un pays et on oublie bien souvent que la principale ressource est le capital humain. Et Djibouti investit dans son capital humain à travers le ministère de l'Éducation nationale. Je voudrais simplement préciser ici que 3/4 des dépenses du plan d'action sont pris en charge par le budget du gouvernement. Et clôturant la série des interventions, le ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, a fait un large tour d'horizon de priorités et de résultats attendus de ce PAE 2017-2019 qui clôt le schéma directeur 2010-2019 et préparer le nouveau schéma directeur 2020-2035. Voici ses propos. 2 décennies après les États généraux de l'éducation qui ont refondé le système éducatif djiboutien, la cérémonie du lancement du PAE, le 3e du genre, marque donc la fin du schéma directeur de l'éducation pour la période 2010-2019. En effet, le plan d'action de l'éducation poursuit d'une part l'achèvement du schéma directeur 2010-2019 et prépare d'autre part le nouveau schéma directeur 2020-2035. Mesdames et Messieurs, l'élaboration du présent PAE, qui a vu la participation effective de nos partenaires au développement, des bénéficiaires, de la société civile dès le début, a par ailleurs entièrement pris en compte les recommandations issues du colloque national organisé en décembre dernier. Mesdames et Messieurs, c'est à travers le présent PAE et le futur schéma directeur que nous devons donc poursuivre nos efforts pour la scolarisation de nos enfants partout sur le territoire national et parvenir, Inch'Allah, au taux de 100%. Nous devons continuer à supprimer le double flux et réduire davantage les effectifs dans les classes. La prise en charge des enfants, des réfugiés est aussi un défi majeur du MENFOP qui vise, je pense, à travers ce plan à pratiquement doubler le taux de scolarisation de cette catégorie qui passera, Inch'Allah, de 8 à 19%. Enfin, la gestion axée sur les résultats. La gare appropriée par ces plans doit entièrement prise en compte car il est impératif que nous puissions exiger de nous-mêmes et chaque niveau de responsabilité des résultats par rapport aux défis que nous nous sommes assignés. Également dans l'actualité, la Commission nationale de lutte contre la corruption a organisé ce jeudi un atelier de présentation sur la déclaration du patrimoine au profit des différents cadres du ministère de la Communication chargé des postes et des télécommunications. Cet atelier de présentation sur la déclaration du patrimoine s'est tenu donc en présence du ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Abdi Youssouf Sougué. Le président de la Commission qui a animé donc l'atelier a exposé les cadres juridiques national, international et régional pour ensuite aborder la question des personnes assujetties à la déclaration du patrimoine ainsi qu'au niveau des ministères, les secrétaires généraux, les directeurs et les chefs de cabinet. Autrement dit, tout agent occupant une fonction supérieure de l'État, notamment les ordinateurs soumis à cette déclaration et les personnes assujetties, sont tenus de remplir le formulaire de déclaration un mois après leur prise de fonction. Ce formulaire comprend ainsi les immeubles bâtis et non bâtis, les meubles, les fonds de commerce, les valeurs immobilières ou encore les comptes bancaires. Par le président de la République en 2013, qui prévoit que toute personne qui a un poste de responsabilité, toute personne qui gère les deniers publics, ou toute personne qui a un mandat, que ce soit national ou local, a l'obligation de déclarer son patrimoine dans le délai de mois qui suit la nomination. Donc c'est en faisant respecter cette loi 03 que nous sommes là aujourd'hui. Donc l'objet de cette réunion, de cet atelier, était de sensibiliser, de vulgariser les agents du ministère de la Communication, de la Poste et de la Télécommunication dans la déclaration de patrimoine. Donc nous avons fait appel à tous les hauts cadres du ministère et nous leur avons présenté cet atelier pour leur expliquer quelles sont les différentes parties du formulaire de la déclaration de patrimoine. Cet atelier prévoyait non seulement que nous expliquons
et que nous vulgarisons la déclaration de patrimoine, mais qu'aussi nous leur donnons leur formulaire afin qu'ils le remplissent. Donc comme vous l'avez pu le voir, nous avons donné le formulaire à tous les hauts cadres du ministère, ils ont bien reçu et ils ont 1 mois pour le remplir. À partir de 1 mois, ils doivent rendre ceci à la Commission nationale de lutte contre la corruption. Également dans l'actualité, la Cour des comptes, sous la houlette de la première présidente Ismaël Mahamoud Ibrahim, a organisé une séance de partage et de restitution de son code de déontologie actualisé. On prit part à cette séance le président de la Commission nationale de la lutte contre la corruption, M. Ousmane Idriss, M. Mohamed Idriss Dabar, représentant l'inspection générale d'État, M. Mohamed Abdelkader Waberi, représentant l'inspection générale des finances. La participation de ces derniers marque une volonté de partager des organes de contrôle administratif de la Commission de la lutte contre la corruption et de la Cour des comptes de mettre en commun les efforts respectifs pour œuvrer en synergie en faveur de la transparence et la responsabilité en matière de gestion des finances publiques à Djibouti. La Cour des comptes entend être une institution supérieure de contrôle des finances publiques indépendante, performante, crédible, ayant une conduite irréprochable et perçue comme telle. Dans ces contextes, elle se doit démontrer sa valeur et son avantage au grand public et confirmer la pertinence de ses travaux, agir comme une organisation mondiale, inspirer la confiance et être crédible pour pouvoir initier des changements positifs à l'échelle de la nation. Cette responsabilité incombe à l'institution en tant qu'organisation, mais également à chaque membre associé à ses travaux, en particulier à son personnel magistrat qui constitue son capital le plus essentiel, mais aussi les greffiers et tous ceux qui sont associés aux activités de la Cour. Et dans le cadre des soins et de la prévention dentaire, une équipe de la radio-télévision nationale s'est rendue dans le service de stomatologie de l'hôpital général Pelletier pour informer la population sur l'importance de l'hygiène dentaire. Le service de stomatologie de l'hôpital général Pelletier dispose d'équipes médicales et de matériel spécialisé dentaire efficaces et performants pour offrir des prestations de qualité aux patients nécessiteux. Le médecin dentiste du service de stomatologie de Pelletier a rappelé l'importance d'effectuer une consultation des soins dentaires au minimum 2 fois par an afin de diminuer le risque d'infection buccale. Cette action s'inscrit dans le cadre des mesures préventives et de sensibilisation mises en place par le ministère de la Santé pour la préservation de la santé et du bien-être de la population djiboutienne. Pour des soins dentaires, des extractions ainsi que des réhabilitations prothétiques et les cas de traumatisme venant du service des urgences. Je conseille à la population djiboutienne de consulter régulièrement, de faire un suivi au niveau du médecin dentiste. Si la personne ne consulte pas un médecin, ne se fait pas suivre, on va dire, par un médecin dentiste régulièrement, c'est-à-dire tous les 3 à 6 mois, il y a plusieurs risques au niveau général, au niveau systémique, qui se manifestent au niveau systémique, c'est-à-dire des maladies cardiaques, rénales. Le brossage dentaire se fait un minimum 3 fois par jour, avec une brosse à dents, on va dire les brosses à dents qui sont en vente au niveau des pharmacies ou des grandes surfaces. Les brosses à dents traditionnelles sont plutôt agressives pour le parodonte et la gencive. Donc nous, médecins dentistes, nous préconisons de se brosser régulièrement 3 fois par jour avec une brosse à dents synthétique en vente au niveau de la pharmacie. Et pour l'hygiène bucco-dentaire au niveau des enfants, il faudra bien sûr leur brosser les dents avant de se coucher le soir, surtout. Donc chez les nourrissons, il faut que la maman prenne une petite compresse. Ils n'ont pas vraiment des dents sur la bouche, donc il faudra vraiment nettoyer la gencive d'une manière très douce, faire passer une compresse ou stérile, de préférence en vente en pharmacie, qu'il faudra faire passer sur la gencive. Pour clore l'actualité nationale, le ministère de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche et des ressources halieutiques, en étroite collaboration avec les COMESA, a organisé hier au Palais du Peuple un atelier portant sur l'harmonisation de législation sur des semences de la COMESA. Cet atelier a été organisé dans le cadre du programme sémencier de la COMESA appelé SEMCOM, qui a été déjà mis en œuvre
dont NAFITA membre et qui doit être mise en place dans les autres pays de la communauté dont Djibouti fait partie. Cet atelier a réuni les représentants des institutions nationales concernées par la question des représentants des agricultures et coopératives ainsi que les représentants de partenaires au développement tels que la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Les fonds bilatéraux au niveau de Djibouti sont cordialement appelés pour participer au financement de la mise en œuvre de ces réglementations sémentielles harmonisées du COMESA. Donc nous comptons beaucoup sur ce partenariat pour faire avancer les choses comme les autres pays membres du COMESA. Et enfin, de là, nous passons à l'actualité internationale. L'ancien président Lula, condamné à 9 ans et demi de prison pour corruption. Le juge Sergio Moro a condamné donc hier l'ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, âgé de 71 ans, à 9 ans et 6 mois de prison pour blanchissement d'argent et corruption. Une immense défaite pour l'icône de la gauche qui nourrissait de sérieuses ambitions pour l'élection présidentielle de 2018. C'est la première fois de l'histoire du Brésil qu'un ancien chef d'État est condamné pour corruption. Sur décision du juge Moro, l'ancien syndicaliste au pouvoir de 2003 à 2010 reste néanmoins libre en attendant la décision du tribunal fédéral régional de Porto Alegre en appel. Comme l'emprisonnement d'un ex-président de la République représente un certain traumatisme, il est plus prudent d'attendre le jugement de la Cour d'appel, a expliqué le magistrat dans sa décision de 218 pages. Lula a confirmé par l'intermédiaire de ses avocats son intention de faire appel contre un procès qu'il a qualifié de farce par le passé. Nous prouvons son innocence devant toutes les cours impartiales, y compris aux Nations Unies, ont indiqué ses avocats. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.